Alors, pour ce soir, nous recevons Éric Latimer et Mireille Lavoie. Éric Latimer est chercheur au Centre de recherche Douglas, professeur titulaire à l'Université McGill, et Mireille Valois est coordonnatrice programme IPS du sud de l'ouest de l'île de Montréal. Euh, on, on- on parle beaucoup de réactivation, de rétablissement, etc. On pense que ça passe aussi beaucoup par le retour à la vie active et puis à l'employabilité. Ça peut se faire de différentes façons. Il y a plusieurs approches. De ce qu'on a compris, l'approche IPS, c'est une approche qui est très efficace, qui offre de très, très beaux résultats, qui est encore peut-être mal connue. Donc, ce soir, on a voulu vous expliquer c'était quoi l'approche IPS, en quoi elle consiste, et puis euh, son application sur le terrain et les effets qu'elle a sur les personnes qui prennent part à cette approche-là. On devait avoir un participant, malheureusement, qui a dû se désister pour des raisons personnelles. Donc, c'est malheureux parce qu'on aurait voulu entendre aussi le point de vue d'une personne qui est directement concernée. Mireille va pouvoir nous partager des expériences vécues par les personnes quand même. Donc, voilà, donc je vous cède la parole et puis je voulais simplement indiquer aux participants qu'on aura une petite période de questions après l'intervention de M. Éric Latimer et puis d'environ 10 à 15 minutes et puis ensuite on va entendre Mireille Valois et ensuite il y aura une autre période de questions. Donc tout ça pour favoriser les interactions avec vous. Donc voilà, je vous cède la parole maintenant. Bonjour tout le monde. Alors, il me fait grand plaisir de vous présenter ces informations sur le modèle de soutien à l'emploi IPS dont j'ai entendu parler pour la première fois il y a maintenant plus de 20 ans. Alors, euh, donc, ce dont je vais vous parler au cours des prochaines 45 minutes environ, c'est tout d'abord pourquoi cette approche, le développement de l'IPS, un peu sur les fondements théoriques, les principes qui sont maintenant au nombre de 8, ce qu'on appelle l'échelle de fidélité, les résultats de recherche, les directions actuelles de la recherche sur IPS, quelques considérations sur comment bien implanter le modèle IPS, et enfin la diffusion de IPS au Canada. Et puis ensuite, je conclurai. Donc, pourquoi IPS? La majorité des personnes qui ont des troubles mentaux graves veulent travailler, comme on va le voir sur la diapo suivante. Et le travail compétitif correspond mieux à leurs préférences et favorise l'inclusion sociale. Et ces deux effets, ou ces deux aspects, que ça correspond mieux aux préférences des personnes et que ça favorise l'inclusion sociale, ces deux caractéristiques d'une pratique qui favorise leur établissement. Et aussi, IPS est le modèle le mieux appuyé par la recherche expérimentale, ce qui est presque une évidence parce que le modèle IPS a été conçu pour refléter les résultats de la recherche expérimentale. Donc, c'est comme par définition, et d'ailleurs en anglais, on lui fait souvent référence comme Evidence-Based Supported Employment, le soutien à l'emploi fondé sur les données probantes. On voit ici, et plusieurs de mes diapos proviennent d'une présentation en ligne qui a été préparée par le chercheur Gary Bond, qui est à Dartmouth, qui est un chercheur très senior dans le domaine. Gary a énormément contribué à la littérature sur IPS. Donc, il a rassemblé ici plusieurs résultats de, de sondages où on demandait à des personnes qui avaient des troubles mentaux graves euh, s'ils étaient intéressés à travailler en milieu régulier ou à travailler. Et on voit qu'en moyenne, 63% dans 11 études menées entre 1995 et 2017, donc sur plus de 20 années, 63% disaient vouloir travailler. Or, je n'ai pas de diapo pour illustrer ça, mais je crois que vous savez tous et toutes que c'est relativement peu courant
pour les personnes avec des troubles mentaux graves de travailler, surtout dans les emplois ordinaires. Alors maintenant, je vais dire quelques mots sur le développement de l'IPS. En 1980, dans le domaine des déficiences intellectuelles, un nouveau paradigme est émergé. L'approche traditionnelle était de d'abord former la personne et ensuite la placer. Mais les chercheurs Weyman et Kregel ont fait le constat que ça fonctionnait mieux, en fait, c'était plus direct et plus rapide de d'abord placer la personne avec une déficience intellectuelle dans un milieu de travail et une fois qu'elle est dans le milieu de travail, de lui montrer comment faire le travail. Debbie Becker et Bob Drake, dont on voit les photos ici, qui étaient à l'époque à l'université de Dartmouth dans le New Hampshire, donc pas très loin de Montréal en fait, à 4 heures de route, et qui sont venus à Montréal à plusieurs reprises au cours des 25 dernières années pratiquement. Euh, Debbie Becker et Bob Drake ont mis au point le modèle IPS à partir de différentes influences et ont décrit l'approche dans un livre publié il y a déjà plus de 30 ans, un livre qui s'appelle A Working Life. Euh, donc, juste pour illustrer un peu l'historique, et là je m'inspire d'un article de Bob Drake, euh, les approches traditionnelles pour euh, répondre aux besoins des personnes qui ont des troubles mentaux graves de travailler euh, ont eu recours à des milieux protégés ou des emplois de transition dans certains cas. Et puis, cela a mené à l'évolution en déficience intellectuelle que je vous ai décrite un peu plus tôt. On place la personne, puis ensuite on la forme. En parallèle, il y avait le développement de ce qu'on appelle en anglais Assertive Community Treatment, mais qu'on appelle au Québec généralement suivi intensif ou suivi intensif dans le milieu, des équipes SI, des équipes SIM. Donc, ce modèle américain a été intégré à l'offre de services québécoise à partir du milieu des années 90. Et dans le modèle Assertive Community Treatment, on a l'idée d'intégrer les services cliniques et de réinsertion. Cette idée-là a été reprise euh, à Boston par l'École de réadaptation psychiatrique de Boston. Ils ont développé un modèle qu'ils ont appelé Choose, Get, Keep. Choisis, obtiens, conserve, qui met l'emphase sur le respect du choix des clients. Ces influences de Choose, Get, Keep, de mettre l'accent sur le choix des clients, d'intégrer les services cliniques et de réinsertion qui venaient du suivi intensif, et l'idée de, au lieu d'utiliser des milieux protégés ou de transition, de directement mettre la personne en emploi, ces trois idées-là se sont conjuguées pour donner naissance au modèle placement et soutien individuel, qu'on appelle généralement IPS au Québec et dans beaucoup du monde francophone en Europe, ou soutien à l'emploi fondé sur les données probantes. Donc, quelques fondements théoriques. Rassurez-vous, il n'y aura pas de maths. Euh, donc, on commence avec une maladie mentale grave. On sait qu'il y a des différences entre les individus, bien sûr, et les personnes peuvent être dans un milieu, que ce soit milieu familial, milieu social, plus ou moins favorable à leur établissement. Et donc, on voit un cours plus ou moins favorable de la maladie. Et ça dépend des milieux culturels. D'ailleurs, par exemple, vous savez sans doute, on note qu'en général, les personnes avec la schizophrénie se rétablissent mieux en Inde qu'en Amérique du Nord. Et on croit que ça a beaucoup à voir avec la façon que les familles indiennes s'occupent énormément de leurs proches, les gardent chez eux en général.
Euh, Puis, on voit quand même que certaines personnes se rétablissent par elles-mêmes. Le rétablissement est possible. Une autre façon de dresser un contraste entre les approches traditionnelles et l'approche qui est incarnée dans le PS, c'est traditionnellement, on va tendre dans notre société à essayer de contrôler les personnes, de les stabiliser, on va les garder à l'écart. Dans, Avant, c'était des hôpitaux psychiatriques, maintenant, c'est souvent dans des, des- des résidences de type familial, des résidences non institutionnelles, etc. Et on regarde beaucoup les déficits de la personne et tout ça, ça mène à la chronicisation de la maladie. De nos jours, on vise plus l'intégration de la personne dans la communauté. On, on prône le focus sur les forces de l'individu et de son environnement. Et cela mène à plus de chances de mener au rétablissement de la personne. Une autre façon de l'exprimer, c'est une sous-estimation des capacités de la personne nous conduit à mettre les personnes dans des milieux séparés, des ateliers protégés, etc., pour des formations préparatoires en se disant que les personnes ont besoin de ça avant de pouvoir travailler en milieu régulier. Mais l'effet de mettre les gens dans ces milieux ségrégés, c'est qu'ils font très peu de progrès, puis ils s'auto-stigmatisent parce qu'ils se disent, bon, tout ce que je vaux, c'est un milieu séparé, je ne suis pas assez bon pour être avec le reste de la population. Et donc, comme les gens font peu de progrès, leurs capacités sont encore une fois sous-estimées. Dans une orientation plus rétablissement, on va plus chercher à voir le potentiel de la personne. On va la mettre directement au milieu naturel et là, elle va apprendre plus vite. Elle aura une plus grande estime de soi-même, ce qui va nous amener à voir son potentiel comme encore plus grand. Donc, au lieu d'avoir un cercle vicieux, on a un cercle vertueux. Donc, voilà, c'est des notions de base liées euh, aux différents regards qu'on peut avoir sur les personnes qui vont faire qu'elles vont tendre à s'améliorer ou non. Mais alors, si on veut aider la personne à entrer dans un milieu de travail régulier, comment s'y prendre? C'est ici que le modèle de soutien à l'emploi IPS entre en jeu. C'est un modèle qui repose sur 8 principes. Le premier, c'est de viser l'emploi compétitif. Par cela, on entend, ou l'emploi en milieu régulier, par cela, on entend un emploi qui paye le salaire minimum au moins et qui est ouvert à tout le monde, qui n'est pas réservé à des personnes qui ont des handicaps d'une d'une sorte ou d'une autre. Donc, on vise directement l'emploi en milieu régulier, pas d'emploi préparatoire. On recherche l'emploi rapidement. Donc, on est dans la philosophie placer et former après. Donc, on saute par-dessus les étapes préparatoires. Pas de bénévolat avant, pas d'emploi protégé. Directement, pardon, l'emploi régulier. On donne priorité aux préférences de la personne. Donc, si elle nous dit que, qu'elle veut travailler, par exemple, dans un garage ou le, par exemple, en traduction ou dans un restaurant, c'est ça qu'on va essayer de trouver à la personne. On ne va pas lui imposer d'aller travailler, je ne sais pas, chez Walmart parce qu'il y a des emplois disponibles à Walmart. On va aussi accompagner la personne de façon très individualisée et à long terme, au moins pendant une année. Ensuite, euh, un autre principe important qui est un peu moins évident, c'est on va faire l'intégration des conseillers en emploi avec les services cliniques. Donc, dans la situation typique, on va avoir des cliniques externes, diverses équipes cliniques qui peuvent être, par exemple, SIV, SI, puis on aura un service d'insertion professionnelle à part et il n'y aura pas beaucoup de communication au jour le jour entre les deux types de professionnels.
avec le soutien à l'emploi de type IPS, on a les mêmes services cliniques, mais le service de soutien à l'emploi, les conseillers en emploi, sont en lien direct, chacune, avec une ou au maximum deux équipes cliniques. On a aussi le principe d'exclusion zéro. Si une personne exprime le désir de travailler, c'est le critère principal pour l'accompagner vers le travail. Même si elle peut sembler aux cliniciens, je suis sûr que Mireille vous donnera des exemples de cela, même si la personne ne semble vraiment pas prête à travailler, si elle dit qu'elle veut travailler, on va l'accompagner vers le travail. Et quand le programme IPS a débuté à l'hôpital Douglas en 2001, euh, on disait aux intervenants, l'expérience démontre qu'il y a souvent des surprises pour les cliniciens et ça a été l'expérience également à l'hôpital Douglas. Et je suis sûr par après dans les autres endroits au Québec qui ont fait l'expérimentation de cette approche. Euh, Ensuite, un autre principe qui a été ajouté plus récemment, c'est l'importance de développer des relations avec les employeurs en fonction des préférences des clients. Donc, le conseiller en emploi va rencontrer différents employeurs, mais a en tête les clients particuliers pour lesquels il cherche un emploi. Donc, ce n'est pas complètement au hasard. Puis, le dernier principe, c'est d'informer les personnes, les clients, sur les conséquences de travailler pour leurs prestations et bénéfices. Donc, les gens peuvent avoir une certaine anxiété. Qu'est-ce qui va arriver à mes prestations d'aide sociale ou de solidarité sociale? Plutôt solidarité sociale, là, quand on parle de personnes avec des troubles mentaux graves, des contraintes sévères à l'emploi, qu'est-ce qui va leur arriver, et ainsi de suite. Donc, c'est très important de pouvoir expliquer clairement à la personne quelles vont être les conséquences de travailler quelques heures par semaine, plus d'heures par semaine à tel ou tel salaire. Bon, maintenant, j'ai décrit ces 8 principes, mais le modèle IPS ne se limite pas à ces 8 principes. En fait, il est défini de façon plus détaillée, de façon opérationnelle, grâce à une échelle de fidélité. Alors, il y a une échelle de fidélité qu'on utilise depuis maintenant plus de 15 ans, qui inclut 25 items qui sont chacun cotés de 1 à 5, qui sont regroupés selon 3 dimensions. Euh, le staffing, le personnel sur l'équipe, l'organisation et les services. Comme par exemple, pour avoir une cote de 5 sur un des items, il faut qu'il y ait un maximum de 20 clients par conseiller en emploi. Et ainsi de suite, on aboutit avec un score total qui va se retrouver dans ces catégories ici. Et on vise à avoir au moins un score de 100 pour avoir une bonne fidélité. Maintenant, je vais vous décrire les principaux résultats de la recherche sur IPS. Donc, tout d'abord, il y a eu beaucoup d'études expérimentales. Je vais vous présenter les résultats de 28 études expérimentales, mais en fait, on est rendu à plus de 30 à l'heure actuelle, qui ont été menées sur IPS. Donc, des études très rigoureuses où, au hasard, on envoie des personnes qui sont intéressées à participer à l'étude, soit à recevoir l'intervention IPS, soit à recevoir généralement les services habituels ou dans certains cas, d'autres sortes d'interventions d'intégration à l'emploi. Et on voit ici les 12 études qui ont été menées aux États-Unis. On voit que la première a été menée, en fait, en 1996 au New Hampshire. La plus récente qu'on voit ici remonte à 2020 en Californie. On voit que dans tous les cas, le pourcentage de personnes qui ont obtenu un emploi régulier pendant la durée de suivi, qui pouvait varier selon les études de 1 an à 1 an et demi, 2 ans, parfois même 3 ans, si je me souviens bien,
on voit que le pourcentage de clients qui ont obtenu un travail en milieu régulier est, est nettement plus élevé pour les personnes assignées à IPS que pour les autres. Maintenant, il y a eu maintenant beaucoup d'études qui ont été menées en dehors des États-Unis. En fait, la toute première a été menée à Montréal, au Douglas. Et on a quand même vu une belle différence, 47% versus 18% avec un suivi d'un an. Il y a une étude beaucoup plus récente sur les jeunes à Vancouver qui a également qui a été très probante. On voit des études menées en Suisse. Celle-ci, en fait, c'est le résultat de- d'expérimentation dans 6 pays à la fois, incluant même la Bulgarie, l'Italie. Si on voit la Suède, la Hollande, le Danemark, encore la Suisse, le Royaume-Uni. Ensuite, il y en a 3 en Australie, 2 à Hong Kong, une en Chine, une au Japon. Donc, vous voyez, ça a été essayé un peu partout, puis on voit que ça marche de façon pas mal invariable. Donc, on remarque quand même que les taux d'emploi sont un peu moins élevés en moyenne en dehors des États-Unis, 51% dans ces études versus 61% aux États-Unis. Mais sauf pour une des études à Londres, il y a toujours une différence importante en faveur de IPS. C'est pas juste qu'il y a un plus grand pourcentage de personnes qui obtiennent un emploi, la durée des emplois est plus élevée aussi. On voit la moyenne des semaines travaillées ici en combinant plusieurs des études. euh, pour tous les participants est pas mal plus élevée avec IPS que dans les groupes témoins. L'emploi le plus long, si on regarde l'ensemble des participants dans les deux groupes, est nettement plus élevé. Euh, le nombre moyen de semaines travaillées pour les gens qui ont travaillé est quand même plus élevé. Euh, Par contre, si on regarde juste les personnes qui ont travaillé, évidemment, il y en avait moins dans le groupe témoin, mais celles qui ont travaillé avaient en moyenne un emploi d'une durée qui était un peu plus faible que dans l'IPS, mais la différence n'était pas statistiquement significative. Donc, on voit que non seulement l'IPS augmente les chances d'obtenir un emploi, mais globalement, la quantité de temps passé en emploi. Donc, on peut résumer ici, avec IPS, les personnes prennent un tiers moins de jours pour décrocher le premier emploi. Ils ont 4 fois plus de semaines travaillées pendant le suivi, la période de suivi des différentes études. Les revenus d'emploi sont triplés et il offre une plus grande satisfaction au travail. Maintenant, qu'en est-il des effets à long terme? 2 études américaines à long terme, une avec un suivi de 10 ans, une autre avec un suivi de 8 à 12 ans. Et dans ces 2 études, environ le tiers et les 2 tiers des participants qui avaient été retrouvés, qui n'était pas quand même une très grande proportion, avaient travaillé la moitié du temps ou plus en milieu régulier sur une durée de 8 à 12 ans. Il y a aussi une étude suisse ici qui est intéressante où on voit euh, une étude qui a été menée à Berne et on voit que les taux d'emploi étaient plus élevés pour les personnes dans les programmes de soutien à l'emploi sur une période de 5 ans. Et en plus, on note ici aussi que les personnes avaient moins d'admissions à l'hôpital, moins de jours d'hospitalisation. Sur un suivi de 10 ans de personnes avec des troubles concomitants au New Hampshire, euh, là, on voit qu'il y avait un groupe qui travaillait de façon stable, un autre groupe qui ont commencé à travailler un peu plus tard, puis un autre groupe qui n'ont pas travaillé. Et ça, il y a une remarque importante ici, c'est qu'on voit dans le graphique ici, on voit que même si les pourcentages sont toujours plus élevés avec IPS, les pourcentages n'atteignent jamais 100%. Donc, et si on regarde les pourcentages dans les groupes témoins, ils ne sont pas à zéro. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même quand une personne reçoit une intervention IPS, elle ne va pas nécessairement travailler. Puis une personne qui ne reçoit pas IPS
peut travailler quand même. C'est juste que ce qu'on voit, c'est que IPS augmente les chances que la personne travaille, qu'il y a plus de personnes qui vont travailler si on offre une intervention IPS. Dans une étude norvégienne, ici, on voit que euh, quand on va de 12 mois à 24 mois, puis 43 mois, euh, le pourcentage de personnes qui ont travaillé augmente avec le temps euh, euh, jusqu'à presque 4 ans. Je reviens à cette cohorte au New Hampshire. Ici, une étude qualitative que je trouve très intéressante qui note que le fait de travailler ou de ne pas travailler tendait à se renforcer avec le temps. Je me souviens d'avoir rencontré une personne au centre, ce qui était avant le centre Wellington à l'hôpital Douglas, qui ne travaillait pas, qui était sur l'aide sociale depuis plusieurs années et qui a été assez offensé quand j'ai parlé de IPS. Il tendait à vouloir vraiment justifier son choix de vivre sur, je me souviens plus si c'était l'aide sociale ou la solidarité sociale, et de ne pas vouloir travailler. Il avait fait ce choix-là, puis son identité, il avait fait sa paix avec le fait de ne pas travailler. Par contre, il y a des gens qui plutôt commencent à travailler et ils décident qu'ils aiment travailler, ils travaillent plus et leur identité se consolide alentour d'être un travailleur. Et ce que IPS fait, je crois qu'on peut dire, c'est que ça va amener un certain nombre de personnes, peut-être environ le quart ou le tiers des personnes, au lieu de suivre une trajectoire de non-travail, d'embarquer sur une trajectoire de travail. Dans les régions rurales, je pense que c'est intéressant de noter ça aussi. Je ne sais pas dans quelle mesure les personnes qui suivent cette présentation sont dans des régions rurales. Évidemment, au Québec, on a quand même pas mal de monde dans ce genre de milieu-là et on verra, on a un programme dans les régions rurales. Il y a un article qui inclut Bob Drake comme un de ses auteurs, des gens de Dartmouth, qui a exploré, bon, c'est quoi qui est différent dans les régions rurales. Ils ont constaté qu'il y avait en particulier les défis suivants: manque de transport en commun, faible connectivité Internet, moins d'emplois disponibles, difficulté de recrutement et de maintien d'agents IPS, agents de soutien à l'emploi. Les réponses à ces défis-là étaient d'utiliser des soutiens naturels pour le transport, de donner accès à des ordis pour les candidats ou candidates, de développer des relations avec les employeurs locaux, même s'il y en avait moins, et d'embaucher des agents IPS qui connaissaient le milieu. Et la conclusion de l'article était que donc, il fallait faire certaines adaptations selon le milieu rural spécifique. Tous ne sont pas pareils, mais les principes IPS peuvent quand même être respectés. Euh, Maintenant aussi, la notion de fidélité et de taux d'emploi dans les régions rurales. Je vais revenir sur ce point entre le lien entre fidélité et taux d'emploi. On voit ici que, qu'on regarde les régions urbaines ou rurales, on voit dans deux études différentes que on atteint un niveau de fidélité euh, qui est comparable ici en termes dans cette étude, pardon, américaine, fidélité comparable en régions rurales et urbaines, et le taux d'emploi était essentiellement identique entre les régions rurales et urbaines. Puis cette autre étude de Hazlitt montre que les taux d'emploi étaient pas tellement différents, un peu plus faibles dans vraiment les petites villes, mais quand même à 40%, et les villes pas aussi petites, pas vraiment des petites villes style, disons, je sais pas, Sutton, je dirais, des villes un peu plus grosses comme peut-être Granby, ont des taux d'emploi quand même plus favorables que vraiment les toutes petites places.
Maintenant, on peut aussi se demander, est-ce que IPS fonctionne bien pour les jeunes? Alors, il y a un papier qui est paru assez récemment euh, qui conclut que, en synthétisant 7 études expérimentales, 4 pour des jeunes psychotiques, 3 pour autres groupes de jeunes, 58,3% des jeunes avaient travaillé dans le groupe IPS contre 32,4% dans les groupes témoins. Les durées d'emploi étaient plus longues pour IPS dans 6 des 7 études. Par contre, pour le soutien aux études, les résultats étaient non concluants. Maintenant, je reviens sur cette notion de lien entre fidélité et résultat. C'est quelque chose qui est extrêmement important quand on contemple l'implantation de IPS. Euh, Au moins 10 études ont utilisé l'échelle antérieure à 15 items et au moins 6 études, parmi celles-là, 6 études ont montré une association statistiquement significative, 2, une tendance, une, c'était non significatif, une non testée. Donc, ça suggère déjà une association de fidélité des meilleurs résultats. Euh, une étude utilisait l'échelle à 25 items avec des résultats qui suggèrent un pouvoir prédictif semblable. Mais ce qui est encore plus probant, je dirais, c'est ce qu'on voit à large échelle aux États-Unis. Donc, vous avez ici euh, une image de la communauté internationale d'apprentissage IPS en mars 2022. C'est un regroupement de, de programmes euh, qui appartiennent à des juridictions qui font la promotion de IPS. On voit que plusieurs États en font partie aux États-Unis. On voit aussi un comté seulement de la Floride. On voit des pays d'Europe, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Angleterre. Et on voit aussi, en fait, c'est indiqué Montréal, mais pour être plus juste, en fait, il s'agit spécifiquement du CIUS ouest de l'île de Montréal, qui s'est joint à la communauté internationale en 2018. Donc, les juridictions qui font partie de la communauté internationale euh, font certains engagements, comme aller à la conférence annuelle, et Mireille y a été de nombreuses fois, j'y ai été quelques fois aussi, aussi de transmettre des données à Dartmouth où elles sont compilées et analysées. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'au fil des années, le nombre de personnes aux États-Unis desservies par IPS augmente, le nombre de personnes qui travaillent augmente aussi, le pourcentage, qui est la ligne grise aussi, se stabilise un peu au-dessus de 40%. C'était 46,3% dans le dernier trimestre de 2021. C'est les données les plus récentes que j'ai trouvées. Et donc, c'est quand même au-dessus de ce qui est considéré comme un bon résultat de 41%. Maintenant, voici des données qui me semblent très frappantes. C'est que euh, parmi ces 79 sites de cette communauté d'apprentissage international, 7 avaient une fidélité exemplaire, il y avait un taux d'emploi de 44%, 45 avaient un taux de fidélité bon et avaient un taux d'emploi de 39, 23 avaient une fidélité passable et un taux d'emploi de 32%, 4 étaient vraiment loin de la coche et avaient un taux d'emploi de seulement 29%. Donc, on voit, c'est considéré maintenant comme vraiment très, très clair que, une plus haute fidélité au modèle IPS va tendre à donner des meilleurs résultats en termes d'intégration à l'emploi. Maintenant, on peut se demander, est-ce que ça a d'autres effets que faire en sorte que les gens travaillent? En fait, à ce niveau-là, les résultats ont été un peu moins euh, percutants qu'on l'aurait espéré. Les différences sont généralement non significatives entre les groupes IPS et les groupes témoins, mais on voit quand même des différences plus importantes entre travailler et ne pas travailler sur les relations interpersonnelles, la santé mentale et le bien-être. Et je reprends aussi cet article de Strickler et al. Pour ceux et celles qui travaillaient, l'occupation, en anglais c'est the business and the structure of work, l'occupation et la structure du travail tendaient aussi à diminuer
l'importance des symptômes, le salience of symptoms. C'est-à-dire que les gens sont occupés à travailler, donc ils passent moins de temps à penser à leurs symptômes. Ce n'est pas que les symptômes disparaissent, c'est juste qu'ils sont moins importants. Et Bob Drake, bon, on peut dire qu'il est un peu biaisé, mais c'est aussi un psychiatre qui a traité de nombreuses personnes. Et son avis, c'est que IPS est le traitement le plus efficace que nous connaissions en psychiatrie. Autre avantage de l'IPS, au-delà de son efficacité, c'est une pratique bien définie qui s'adapte au but des clients, qui est cohérente avec des objectifs sociétaux d'aider les gens à entrer sur le marché du travail. Il n'y a pas d'effets secondaires notables, contrairement aux médicaments. Il y a des effets positifs à long terme qu'on a évoqués. Les coûts de l'intervention sont raisonnables. C'est relativement facile à implanter. C'est adaptable. Si on pense aux coûts, il n'y a aucune indication que le travail soit associé à une augmentation des rechutes dans le contexte de IPS. Au contraire, dans certaines études, on voit plutôt une association de travail et des coûts de santé moindres. Euh, un certain nombre d'études suggèrent que IPS entraîne une réduction dans les coûts de services de santé, particulièrement pour les personnes qui travaillent. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est comme je l'ai souligné avant, IPS fait vraiment une différence pour une minorité de personnes. C'est pas comme quand on fait un essai de, disons, un médicament contre l'hypertension. Bon, ben là, on a un groupe où tout le monde reçoit le médicament, l'autre groupe où tout le monde reçoit, disons, un placebo. Bon, là, on a plus de chances de voir un effet parce que chaque personne dans le groupe expérimental reçoit le médicament, dans l'autre, non. Et c'est le médicament qu'on suppose a l'effet sur la tension artérielle. Dans le cas de IPS, bon, on ne pense pas que c'est tellement IPS en tant que tel qui fait la différence. C'est le fait que pour environ un quart à un tiers des personnes, IPS va faire la différence entre travailler et ne pas travailler. Donc, quand on regarde les groupes dans leur ensemble, les différences qui proviennent des gens qui travaillent, qui n'auraient pas travaillé autrement, sont un peu diluées dans la masse des sujets de l'étude. Donc, si on regarde ici encore en termes de coûts, on voit que les personnes qui ont travaillé plus dans cette étude qui n'était pas expérimentale, ici c'est simplement on suit une cohorte, on voit que certains ont commencé à travailler, ceux qui travaillent plus coûtent moins cher. Et donc on peut supposer que, j'avoue que c'est pas démontré empiriquement, mais je crois que c'est une supposition raisonnable que lorsque IPS fait en sorte qu'une personne bascule d'une carrière de non-travailleur à une carrière de travailleur, ses coûts vont baisser aussi. C'est au moins une hypothèse plausible. Actuellement, quelles recherches se font sur IPS? Vous avez vu que ça fait quand même une trentaine d'années qu'il y a des études sur IPS. Alors, est-ce que c'est terminé? Non. Euh, on continue d'essayer d'explorer plus finement les résultats sur IPS standard. Par exemple, il y a des études sur, bon, qu'est-ce qui arrive quand on utilise des pairs aidants pour donner l'intervention. Il y a aussi tout un ensemble d'études sur l'ajout de stratégies cognitives, que ce soit de la remédiation ou de la compensation cognitive pour augmenter l'efficacité de l'IPS. Euh, on- et ça, c'est important aussi, est-ce que IPS est définitivement aussi efficace pour différents sous-groupes, par exemple des personnes judiciarisées, des personnes en situation d'itinérance ou qui ont été en situation d'itinérance? Et puis, au-delà des personnes avec des troubles mentaux graves, on commence à regarder d'autres sortes de populations, comme les personnes avec des traumatismes crâniens, des blessures à la moelle épinière, le spectre de l'autisme, les consommateurs d'alcool ou de drogue. Généralement, IPS fonctionne aussi pour ces groupes-là. Et aussi des stratégies pour soutenir l'implantation et l'expansion de IPS. Donc, pour bien implanter le modèle IPS, j'arrive proche de la fin. Tout d'abord, il est préférable d'obtenir l'accord de l'organisation
l'administration, les programmes cliniques qui seront touchés. Il faut choisir les bonnes personnes, surtout le chef d'équipe, mais aussi, on voit, et ça, c'est un résultat qui est très, très clair, il y a des personnes qui ne sont vraiment pas très performantes en tant que conseiller en emploi pour diverses raisons. Il y a des personnes qui le sont beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est comme dans beaucoup de métiers, je suppose, mais c'est vraiment très prononcé dans IPS. Je sais pas, peut-être Mireille en dira quelques mots, peut-être pas, mais c'est certainement son observation. Et aussi, ça ne suffit pas de juste donner une formation initiale à une équipe, il faut absolument faire du coaching. Euh, il faut avoir une équipe de pilotage, en anglais on dit leadership team, euh, qui va faire comme du troubleshooting en bon français, là. Bon, c'est quoi qui cloche? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas très bien? Quel ajustement il faudrait faire? Il faut qu'il y ait des personnes sur l'équipe de pilotage qui sont assez hauts dans l'organisation pour pouvoir effectuer des changements. Comme par exemple, dans le cas de l'équipe au Douglas, un des changements qui a été effectué, c'est de comme reclassifier les postes pour que les intervenants IPS soient mieux payés, ce qui a favorisé la rétention de bonnes personnes. Et aussi de faire des visites de fidélité aux 6 mois initialement pour qu'on puisse faire une rétroaction aux équipes. Bon, ces choses-là vont bien, ces choses-là vont un peu moins bien. Vous pourriez considérer les changements suivants. À l'heure actuelle, au Canada, euh, IPS est implanté dans la région de Vancouver. Je vois ça, j'ai oublié d'ajuster ça. C'est depuis plus que 15 ans. En fait, c'est depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, ça a commencé à Vancouver, puis ça existe dans certains sites dans la région de Vancouver. Mais à part ça, à part le Québec, il n'y a pas beaucoup d'autres présences, et notamment en Ontario, sauf pour les jeunes depuis récemment, à l'aide d'un projet qui s'est déroulé dans plusieurs provinces. Mais pour la population adulte avec schizophrénie, ça demeure encore en dehors de la région de Vancouver et des programmes ici au Québec, ça demeure vraiment marginal. Donc, il y a le CIUS ouest de l'île de Montréal, au Douglas et au Lakeshore, l'hôpital du Lakeshore, Capitale-Nationale, un programme qui s'appelle PEACE, Programme intégré de soutien à l'emploi, qui regroupe des gens du milieu institutionnel et communautaire, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour conclure, l'emploi régulier est un objectif courant de personnes qui n'ont pas été socialisées au rôle de patients psychiatriques. IPS, et je mentionne en passant qu'en France, les gens l'appellent plutôt Working First, ayant été inspiré par euh, le Housing First pour loger les personnes en situation d'itinérance, une pratique qui a été introduite en premier en France. Et ensuite, ils ont vu IPS et ils se sont dit, bon, la logique est la même que Housing First, on veut mettre la personne directement dans le genre d'environnement où on veut qu'elle aboutisse, logement permanent, emploi ordinaire. Donc, ils se sont dit, bon, ben, c'est comme le Housing First, on va l'appeler Working First, et évidemment, les Français aiment bien utiliser des mots anglais. Euh, donc, c'est Working First en France très souvent. C'est une pratique efficace pour aider les gens à atteindre ce but et, comme on l'a vu, dans toutes sortes de pays. Et encore une fois, pour obtenir de bons résultats, la fidélité au modèle est importante. Alors voilà, je pense que le plan, c'était que je puisse répondre à quelques questions juste pour que vous n'ayez pas à écouter des présentations une après l'autre, sans break, pendant trop longtemps. On ne veut pas abuser de comment on dit ça en français, là, attention span, de votre Capacité. capacité de prêter attention. Ben, merci d'abord pour cette sensibilité-là à donner une pause, mais aussi pour la présentation. C'était super intéressant. Puis étant convaincue du modèle logement d'abord, housing first, le lien avec working first est vraiment intéressant. Fait beaucoup de sens.
Est-ce que c'est moi ou il me semble qu'au dernier colloque de la QRP, il y avait une présentation justement sur le modèle PS où il y avait des gens de Québec puis de Oui, hein? Oui, ok, je me rappelle les avoir vus. Euh, Parfait. Ben, écoutez, je vais inviter les gens qui veulent poser des questions à les poser dans le clavardage ou dans le et R ou Q et A. Entre-temps, il y a quelqu'un qui était particulièrement intéressé justement à ce que vous dites. En fait, quelqu'un a indiqué être déjà très convaincu par les résultats de l'approche et puis se demandait comment on peut y adhérer à ce Comment point. on peut y adhérer? Comment on peut accéder à cette approche-là? Où est-ce qu'on va pour ça? Mais comme je l'ai mentionné, il y a présentement au Québec, et corrige-moi Mireille si j'en oublie, là, mais à ma connaissance, il y a exactement 3 programmes dans la province. Un au CIUS ouest de l'île, un à Québec et un au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faut-il donc être résident du secteur du CIUS de l'Ouest? Si vous n'êtes pas dans ces secteurs-là, il faut déménager là, j'ai l'impression. Mireille, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, ben c'est ça, faut un suivi dans une clinique du CIUS de l'ouest de l'île, là, une clinique qu'on dessert. Mais je vais en parler tantôt, là, mais des cliniques qu'on dessert. Mais il y a aussi dans certaines équipes à travers le Québec, soit les équipes de premier épisode, certaines équipes de suivi intensif dans le milieu où il y a des agents socioprofessionnels C'est vrai. qui Mhm. vont, dans le fond, leur rôle, c'est d'aider les personnes à retourner au travail, aux études. Puis souvent, ils suivent la formation IPS, donc ils font pas seulement du soutien en emploi-études, mais ils connaissent l'approche. OK. C'est important de savoir ça. Merci Mireille. Oui. Ce que J'imagine je que dirais aussi, pardon, ce que je dirais aussi, c'est que la direction de la santé mentale a été beaucoup réticente à vouloir mettre de l'avant l'approche IPS à l'échelle de la province. Je pense qu'on peut dire aussi que du côté du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et peut-être avoir des commentaires là-dessus aussi, Mireille, il y a des programmes comme l'Arrimage à Montréal qui, au fil des années, ont quand même modifié leur approche pour que ça ressemble plus à de l'IPS que ce n'était le cas avant. Je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose là-dessus, Mireille. Ben oui, je peux ajouter. Il y a quelques différences entre les deux programmes, mais je sais que à l'arrimage, ils ont ajouté des agents d'intégration en emploi qui vont directement faire des visites, puis pour augmenter augmenter les interventions de maintien en emploi. Mhm, Ouais. mhm. Oui. L'autre chose que je mentionnerais, c'est que, un peu curieusement, du côté de l'itinérance, le ministère de la Santé et des Services sociaux a, dans son plan d'action interministériel en itinérance, annoncé sa volonté de déployer la modalité IPS pour les personnes en situation d'itinérance. Euh, et ça avec l'étroite collaboration du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui est assez convaincu des mérites de l'approche. Mais ça tarde encore du côté de la direction de la santé mentale. Alors, une approche indirecte pour essayer d'augmenter l'accès à IPS pour les personnes qui ont des troubles mentaux et qui ne sont pas en situation d'itinérance, ce serait de faire un peu de lobbying, si je peux dire. c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est que vous pouvez le demander à l'équipe traitante, aux professionnels qui accompagnent. En fait, c'est de mentionner ou de demander si ça existe, puis c'est ça, OK. de faire un peu, de pousser un peu là, pour que ça remonte. Oui, ouais, mais je pense que les équipes traitantes sont quand même, c'est comme assez normé, là, comment les services doivent être donnés. Alors, je pense que pour que ce soit vraiment efficace, je pense qu'il faudrait que ça parte de la direction de la santé mentale à Québec.
Peut-être que nous, notre organisation pourrait contribuer à ça. OK. Oui, why not? Ouais, OK, on en discute. Cette même personne-là demandait, nommait que son enfant avait un baccalauréat en administration et que le programme Arrimage ne lui offre pas le type d'emploi qui l'intéresse. Donc, pour ce parent-là, ça lui semblait une bonne approche, et l'IPS, que son enfant serait un bon ou une bonne candidate. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, je vais faire un commentaire là-dessus en parlant d'un individu en particulier, sans le nommer. Mais il y a plusieurs années, j'avais été approché par le programme IPS. euh, Puis on m'avait demandé, bon, on a ce candidat qui a une maîtrise en sciences, qui, sans entrer dans les détails, là, était sur l'aide sociale à ce moment-là, aurait voulu avoir un emploi plus faisant appel à ses qualifications techniques. Et je l'ai embauché comme programmeur initialement pour 5 heures par semaine, puis 5 heures se sont transformées en 10, puis éventuellement il a travaillé à temps plein dans mon labo et euh, sa vie a complètement changé euh, de toutes sortes de façons positives grâce à cela. Donc oui, effectivement, je crois que l'individualisation que, que recherche l'approche IPS permet de trouver des emplois qui sont beaucoup plus conformes aux préférences et aux capacités des gens qu'une approche un peu plus standardisée. Oui. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui demande comment faire si on pense qu'un usager a beaucoup de défis et qu'un emploi pourrait résulter en un échec. Bien, je vais peut-être laisser Mireille répondre à cette question-là parce que c'est vraiment une question très, très terrain, pratico-pratique. Euh, oui, ben, dans le modèle IPS, on va beaucoup miser sur les forces de la personne. Donc, ben c'est ça, je vais vous en parler là, plus en détail, vraiment comment on applique les principes là, dans la pratique. Mais c'est ça, on va miser sur les forces de la personne, puis plutôt que de regarder les difficultés puis les défis. Puis ce qui est vraiment important dans notre modèle, c'est de faire un bon pairage. Donc, de faire un bon pairage entre les intérêts, les qualités, les compétences d'une personne, puis ben, son profil, en fait, et le type d'emploi, l'environnement de travail. Euh, donc, je donne un exemple, une personne qui est plutôt introvertie, qui a beaucoup d'anxiété, entourée de personnes ben, c'est pas nécessairement le meilleur pairage qu'elle travaille, par exemple, dans un supermarché entouré de beaucoup de monde. Donc, peut-être qu'on la dirigerait plus dans un emploi, je sais pas, service à la clientèle, dans un bureau fermé ou entretien ménager le soir. Donc, on va miser pas sur les défis, les déficits, mais bien sur les forces, les préférences de la personne. Mhm. J'ajouterais peut-être aussi que euh, au départ, il faut que la personne soit intéressée à travailler. Alors, si la personne ne veut pas travailler, bon, ben, on va pas. On peut quand même, ça fait partie de l'échelle de fidélité, avoir des activités qui vont euh, favoriser qu'une personne qui est peut-être un peu chambranlante, si je puis dire, soit un peu encouragée à penser à travailler. Parce que je pense je pense que c'est juste de dire que si on regarde les personnes qui ont des troubles mentaux graves, elles sont comme sur un spectre. À un extrême, il y en a qui veulent beaucoup, beaucoup travailler. C'est très important pour leur sentiment de qui ils sont, etc., où elles sont. Puis à l'autre extrême, il y en a qui veulent juste pas travailler. Il y a beaucoup de gens qui sont au milieu, puis qui peuvent basculer
dans un sens ou dans l'autre selon les influences auxquelles elles sont exposées. Puis c'est sur ces gens qui sont au milieu que IPS joue. Alors, il y a des personnes qui, s'ils voient l'exemple d'autres usagers qui ne sont pas très différents d'eux ou d'elles, qui sont mis à travailler, ils vont se dire, ben, je pourrais essayer ça moi aussi. À partir du moment où il y a un certain désir de travailler, bon, on peut voir, bon, ben, qu'est-ce que tu voudrais essayer? Puis on peut commencer avec un job à 4 heures par semaine. Là, ça n'a pas besoin d'être du jour au lendemain à une job à temps plein. Donc, puis ça peut être disons, aussi proche que possible de où la personne habite, etc. Donc, c'est vraiment très individualisé. C'est ça la richesse de l'approche, quoi. C'est sa grande individualisation. Mais je crois que Mireille va vraiment nous dire plus sur tous ces aspects-là. Puis peut-être que c'est le temps de Oui, lui laisser la parole. en effet. Ah, attendez, je vais juste vérifier. Dernière mini-question avant de passer. C'est à quelle étape du rétablissement la personne peut-elle débuter le travail? Je le concevrais. Je vais répondre d'abord, puis je laisserai Mireille enchaîner. Je ne le concevrais pas. Je pense que ce n'est pas la bonne question à poser. La question à poser, c'est est-ce que la personne est intéressée à travailler? Si la personne est intéressée à travailler, on l'accompagne vers le travail. On n'a pas besoin de se poser cette question-là. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu dirais, Mireille? Oui, mais je dirais que c'est ça, le travail, ça fait partie du rétablissement, puis ça, ben, c'est propre à chacun. Il y a des personnes, puis comme Eric dit, les personnes qui sont pas motivées, qui veulent pas travailler, que c'est pas un objectif pour eux, on les force pas. Il y a des personnes qui vont choisir plutôt une préparation en emploi, puis on respecte la trajectoire de rétablissement de tout le monde. C'est juste que le IPS, c'est pour ceux qui sont prêts à travailler, qui veulent pas passer par une préparation. Donc, c'est ça, ça va dépendre de chaque personne, mais dès qu'une personne manifeste le désir de travailler, ben, puis je vais y venir aussi avec la description des principes, mais peu importe où elle en est dans son rétablissement, on va l'aider. Parce que le rétablissement, je pense pas qu'il y a une trajectoire de rétablissement, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a autant qu'il y a de personnes qui se rétablissent. Il y en a qui vont choisir de commencer à travailler, même s'ils ont encore des symptômes, même si, bon, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, etc., alors que d'autres vont préférer attendre, puis faire d'autres activités avant ou trouver le traitement qui leur convient. Donc, ouais, c'est difficile Mhm. à répondre, mais On a tendance à voir même si c'est pas exactement ça, on a tendance à voir le rétablissement comme étant linéaire ou échelonné d'étapes. Le parcours de rétablissement, c'est plutôt un cheminement qui peut durer toute la vie, mais c'est vrai que c'est assez contre-intuitif, pas contre-intuitif. Ça va assez contre les pratiques actuelles de penser que la personne, dès qu'elle a envie de travailler, on la met sur un emploi, en fait. Donc, en fait, vous dites qu'en misant sur l'accompagnement puis l'adaptation aux besoins de cette personne-là, c'est possible. Est-ce qu'on passe à la prochaine étape? Parfait. oui. Alors, voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Oui, alors ça me fait plaisir de partager ma pratique avec vous ce soir. Moi, je travaille pour le modèle IPS, ça fait plus de 20 ans. J'ai été longtemps conseillère en emploi avec plusieurs cliniques, première époque, troubles de l'humeur, avec des jeunes aussi. Donc, ça fait à peu près 8 ans que je suis coordonnatrice professionnelle de l'équipe IPS au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal.
On est une équipe de 7 conseillers et on travaille avec des cliniques spécialisées du Douglas. On travaille dans 2 équipes de santé mentale jeunesse et aussi 2 équipes, une de suivi intensif, puis l'autre suivi intensif variable au Lakeshore. Oups, j'arrive pas. Voilà. Alors, ce soir, je vais vous présenter comment on accompagne les personnes qui recherchent un emploi ou un programme d'études avec le programme IPS. Donc, je vais vous présenter, dans le fond, les principes que dont Eric a parlé, mais vraiment bon, vous illustrer dans la pratique. Mais avant ma présentation, euh, on voulait vous présenter un témoignage, mais malheureusement, la personne s'est désistée. Donc, je voulais quand même vous partager l'histoire d'une personne que j'ai accompagnée. C'est Mélanie. Donc, Mélanie, c'est une jeune fille de 26 ans qui a eu un premier épisode psychotique suite au décès d'un membre de sa famille. Donc, Mélanie, elle avait terminé ses études secondaires et elle n'avait jamais travaillé quand je l'ai rencontrée. Euh, donc, c'était une adolescente là, qui a eu une, une période normale pendant son secondaire. Et ben, c'est ça, comme je vous dis, suite au décès là, d'un de ses proches, ben, elle a commencé à avoir des comportements un peu plus bizarres. Elle s'isolait beaucoup dans sa chambre. Elle a arrêté d'aller à ses cours. Aussi, elle avait peur que ses voisins l'espionnent. Donc, elle a été hospitalisée. Puis par la suite, ben, elle s'est rétablie puis elle a été référée à l'équipe des premiers épisodes psychotiques. Euh, Mélanie, son objectif numéro un, c'était de travailler parce que ça faisait à peu près 2 ans qu'elle se cherchait un emploi, mais elle n'arrivait pas à se trouver d'emploi. Elle allait porter des CV, mais ça ne fonctionnait pas. Mais pour elle, elle voulait gagner plus d'argent. C'est une valeur importante dans sa famille aussi, le travail. Puis, elle voulait retrouver une routine, puis rencontrer du monde, comme socialiser. Si l'histoire de Mélanie s'était passée il y a une vingtaine d'années, ce qui lui aurait été offert comme service, c'est de travailler dans des ateliers protégés. Parce que, comme Eric l'a mentionné, euh, à l'Institut Douglas, quand j'ai commencé à travailler, quand une personne avait un diagnostic de trouble mental grave, mais la seule option qu'elle avait, c'était de travailler dans des ateliers protégés. Donc, les gens étaient assis à des tables, puis ils faisaient des petites activités de travail comme compter des trucs, puis les mettre dans des sacs. Puis, ils étaient payés 1,77 la demi-journée. C'était comme une allocation de participation. Et ben, comme Eric l'a mentionné, on s'est aperçu que les ateliers protégés, il y avait très, très peu de personnes qui avaient accès au marché régulier. Euh, et aussi, on a fait un sondage auprès de la clientèle, puis ce qu'ils voulaient, les clients du centre, mais c'est comme Mélanie, ils voulaient une vie normale, dans le fond. Ils voulaient travailler, étudier, avoir un chum, une blonde, puis avoir un logement. Puis les services qu'on leur offrait leur permettaient pas d'atteindre leurs objectifs. Donc, il y a eu l'implantation du modèle IPS là, avec la recherche avec Eric. Donc, ben, Mélanie, elle a eu de la chance parce qu'elle a pu accéder au service IPS. Et au début, elle voulait essayer un emploi en entretien ménager. Donc, je l'ai aidée à faire son CV. On a rencontré des employeurs, puis elle a décroché un emploi. Euh, Elle a essayé pendant quelques semaines, puis moi, je faisais
des visites chaque semaine avec son employeur pour voir, son superviseur, dans le fond, pour voir comment ça se passait. Et en fait, c'était difficile pour elle parce que c'était un travail qui était vraiment physique. Il fallait qu'elle travaille rapidement. Puis, au bout de quelques semaines, ben, son superviseur, ben, il l'a remercié de ses services finalement parce qu'elle n'allait pas assez rapidement. Puis, comme je vous disais, dans le programme IPS, ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment au cœur de notre modèle, c'est de trouver le bon emploi pour la personne qui correspond au profil. Puis, comme Mélanie, elle n'avait jamais travaillé, mais dans le fond, fallait qu'elle fasse des essais pour savoir quel emploi lui convient le mieux. Puis, selon les études, ça va prendre 3 à 4 essais en emploi avant que la personne trouve le bon emploi. Donc, dans l'entretien ménager, puis après, on a discuté avec Mélanie, puis ce qui lui manquait aussi dans cet emploi-là, c'était euh, de rencontrer des gens parce qu'elle travaillait seule, donc c'était pas le bon emploi. Après, elle a essayé un emploi en service à la clientèle au téléphone. Mais ça aussi, c'était difficile pour elle parce que il y avait beaucoup d'informations à apprendre, à retenir, puis c'était pas non plus le bon emploi. Donc, elle a essayé aussi un emploi dans un entrepôt. Puis là, elle travaillait à une table entourée de beaucoup d'autres personnes, puis ça lui faisait beaucoup d'anxiété. Donc, ça non plus, c'était pas le bon match. Donc, vous voyez, à chaque essai, ben, on fait un retour parce que dans le modèle IPS, euh, même si ça fonctionne pas, c'est pas un échec. La personne apprend de chaque expérience, puis on part des expériences, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis on continue. Puis finalement, elle a trouvé un emploi dans un grand magasin, aux salles d'essayage, puis elle classait les vêtements. Puis là, ça a fonctionné. C'était le bon emploi pour elle. Puis moi, je faisais des visites à chaque semaine pour voir comment ça se passait en emploi. Donc, c'est un exemple pour vous illustrer ben, le- comment on aide les personnes, puis que des fois, ça prend plusieurs essais avant de trouver le bon pairage. Donc, les principes, ben, Eric vous les a nommés. Alors, je vais vous expliquer comment ils sont illustrés dans la pratique. Alors, qui peut bénéficier des services? On a un critère d'exclusion zéro. Alors, le critère d'exclusion zéro, ce que ça veut dire, c'est que on va accepter les personnes, peu importe si, en fait, ça rejoint la question sur le rétablissement, peu importe si la personne, elle a encore des symptômes de la maladie, si elle n'a jamais travaillé, qu'elle a eu des mauvaises expériences de travail dans le passé, est acceptée au programme, si la personne consomme de la drogue ou de l'alcool, si elle n'a pas de logement fixe, ou si elle a été hospitalisée, ça je l'ai dit, je pense, ou des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire, de concentration, on va l'accepter au programme. Ce qui, ce qui compte, la seule variable qui est importante pour nous, c'est la motivation. Il faut que la personne soit motivée à retourner sur le marché régulier du travail. Là, je parle beaucoup du travail, mais en fait, on a ajouté le soutien aux études aussi à nos services il y a quelques années. Donc, pourquoi le critère d'exclusion zéro? Ben, c'est parce qu'il y a eu dans les années 90 beaucoup d'études qui ont tenté de trouver quelle variable individuelle va prédire la réussite de succès en emploi. Par exemple, est-ce qu'une personne qui a eu plus d'hospitalisation va avoir
plus de difficultés à s'intégrer en emploi? Est-ce qu'une personne qui a encore beaucoup de symptômes de maladie va avoir plus de difficultés? Mais on n'a pas vraiment réussi à trouver des variables qui allaient prédire la réussite de réintégration en emploi. En fait, ce que les études démontrent, c'est que c'est plutôt le modèle l'approche qu'on va utiliser qui va avoir un impact sur la réussite. Et en fait, ce qui a été démontré aussi par la recherche, mais je vous dirais dans la pratique aussi, c'est que les intervenants de la santé mentale, je m'inclus dans ça, on est souvent des très mauvais prédicteurs de qui va réussir à s'intégrer sur le marché du travail. Euh, Parfois, il y a des candidats qui se présentent bien, puis on va se dire, ah, ça va être facile, cette personne-là, ça va être facile en entrevue, le maintien en emploi, puis finalement, ça ne fonctionne pas, alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir se présenter moins bien, plus de symptômes, vont être plus introvertis. On va penser que ça ne fonctionne pas, mais finalement, ça va bien fonctionner. Je vous donne un exemple de ma pratique, l'exemple de Mathieu. Comme Éric le dit, avant, on avait un centre de rétablissement et au centre, on avait aussi des mesures de préparation en emploi. Et il y avait un candidat là, qui faisait de l'entretien ménager sur une mesure de passe-action. Fait que moi, mon bureau était dans ce centre-là. Fait à tous les matins, je le voyais quand j'entrais travailler. Puis, je le voyais faire l'entretien, puis il allait très lentement, il passait le balai, puis il époussetait, mais il était très lent. Puis, après, ben, une fois qu'il a terminé sa mesure de préparation, ben, comme je vous dis, c'est pas un critère, là, l'IPS. Les gens peuvent faire des mesures avant puis être référés après au programme, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc, il a été référé au programme IPS, puis j'ai été sa conseillère. Et puis, Mathieu, lui, son objectif, c'était de travailler dans un restaurant. Fait que là, je me disais, wow, ça va être difficile parce que dans un restaurant, il faut être rapide. Mais un autre principe dont je vais vous parler tout de suite après, c'est le respect des préférences des personnes. Donc, on respecte leurs objectifs, dans quel domaine ils veulent travailler. Fait que de l'aider à faire son CV, on a identifié des restaurants où il aimerait travailler, puis il était vraiment motivé, il est allé lui-même porter son CV, puis il a eu un emploi rapidement. Puis sa préférence à Mathieu, c'était que je n'entre pas en contact avec son employeur. Donc, dans ce temps-là, on respecte la préférence, puis on va aider la personne, mais plus en arrière-plan, en la rencontrant à l'extérieur du travail. Puis, je lui demandais à Mathieu comment ça se passait au travail. Puis, je le voyais une fois par semaine, puis il me disait toujours que ça se passait bien. Puis, j'étais vraiment étonnée que ça se passe bien parce que je m'attendais à ce qu'il me dise qu'il allait pas assez rapidement. Puis, finalement, il s'est maintenu en emploi. Puis, après un mois, j'ai osé lui demander, ah, mais Mathieu, je suis félicitations tu sais, pour le maintien de ton emploi, mais je suis étonnée parce que quand je te voyais travailler au centre, tu sais, tu travaillais vraiment lentement, puis dans un restaurant, il faut aller vite. Puis il m'a répondu, oui, mais au centre, il n'y a personne qui me demandait de travailler rapidement. Alors, voilà, c'est un exemple qui illustre bien le critère d'exclusion zéro, puis comment on peut être des mauvais prédicteurs, nous, les travailleurs de la santé, parce que des fois, si on n'a pas d'attente envers les personnes, euh, ben, des fois, c'est ça, on ne lui demandait pas de travailler rapidement. Un autre principe qui est vraiment important, c'est la planification des bénéfices. Donc,
une des grandes peurs des personnes qui reçoivent des prestations du gouvernement quand on leur parle d'un travail ou d'un retour à l'école, c'est qu'est-ce qui va arriver à mes prestations. Donc, on va prendre le temps de s'asseoir avec chaque personne qui comment un salaire va affecter leurs prestations, les mesures incitatives du retour à l'emploi et aux études et comment financer un programme d'études. C'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas tout vous expliquer. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser après la présentation, mais je vous ai quand même mis un tableau pour avoir une idée générale. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que quand les gens travaillent, ils sont toujours gagnants. Ils vont toujours gagner plus que ce qu'ils reçoivent. Peu importe le type de prestation, que ce soit l'aide sociale de base, contrainte temporaire ou sévère, la personne peut gagner 200 dollars de plus par mois. Elle va toujours garder son salaire. C'est juste qu'au-delà du 200 dollars, l'excédent va être déduit de la prestation. Donc, vous avez à la troisième colonne là, le montant par mois. Une fois que la personne dépasse le montant, ben là, elle vit de façon indépendante. Là, elle reçoit plus de prestations. Il y a un nouveau programme qui est le programme de revenu de base. Le programme de revenu de base, c'est pour les personnes que ça fait plus que 5 ans et demi qui sont contraintes sévères. Puis là, ils n'ont pas besoin de déclarer qu'ils travaillent. Ça va être juste quand ils font leur déclaration d'impôt. Puis, dépendamment de leur salaire, ils peuvent garder la totalité de leurs prestations plus leur salaire. Puis, s'ils excèdent là, le montant de 15 000 par année, là, il va y avoir 1 dollar sur 2 qui va être déduit de leurs prestations. Il y a des primo-travail qui sont supposés d'être donnés automatiquement maintenant pour les personnes qui retournent travailler. Puis, bon, il y a les rentes d'invalidité aussi. Mais je ne rentrerai pas là, dans tous les détails, mais c'était juste pour vous donner une idée. Euh, pour les informations sur les études, ce que je trouvais intéressant de partager avec vous, c'est que les personnes qui reçoivent des prestations d'aide sociale peuvent s'inscrire à 2 cours au cégep ou à l'université sans que leurs prestations soient coupées. Il y a plusieurs formations qui sont offertes gratuitement par Emploi Québec, Service Québec maintenant. Euh, les personnes peuvent étudier au secondaire à temps plein ou partiel sans que leurs prestations soient coupées. Puis, il y a un programme aussi qui s'appelle le programme Réussir pour les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi, qui veulent étudier secondaire, cégep ou université. Ils reçoivent des bourses, en fait. Donc, ça, c'est pour la planification des bénéfices. Un troisième principe qui est vraiment important dans notre modèle, c'est le respect des préférences. Donc, on va respecter plusieurs préférences, le type d'emploi que la personne veut occuper, l'environnement de travail, le partage d'informations, quelles informations la personne veut partager avec son employeur ou à l'école. Donc, on va adapter notre accompagnement selon sa préférence sur le partage d'informations, puis je vais vous donner des exemples après. Puis aussi, le soutien qu'on va offrir. On va respecter les préférences. Est-ce que la personne veut nous rencontrer à chaque semaine, aux 2 semaines, à son domicile, au travail ou dans un café? Donc, je vous donne des exemples. Par exemple, un candidat, Tim, lui, sa préférence, c'était vraiment de pas
rencontrer les employeurs et il se sentait vraiment pas à l'aise d'aller porter son CV. Ça le rendait vraiment anxieux, puis il préférait que la conseillère en emploi fasse les premières approches aux employeurs, puis après qu'il soit accompagné en entrevue. Donc, on va respecter cette préférence-là. Une autre candidate, Nala, elle était technicienne en éducation spécialisée dans les écoles, puis elle, au contraire, elle ne voulait pas que son employeur soit informé euh, qu'elle avait du soutien d'une conseillère en emploi. Donc, elle préférait faire elle-même, aller porter ses CV elle-même. Et donc, là, l'accompagnement se faisait plutôt là, à l'extérieur de l'emploi. Euh, une- il y a une question qui revient souvent, c'est mais qu'est-ce que vous faites quand les personnes ont des préférences, je dirais, qui ne semblent pas réalistes? Je vous donne un exemple. Un candidat qui voulait être garde de sécurité, mais qui avait un dossier criminel. Puis, bon, c'est une personne qui était à la clinique des premiers épisodes psychotiques. Puis, il était très découragé parce que tous les conseillers qu'il avait rencontrés le décourageaient, lui disaient, mais c'est pas une bonne idée d'être agent de sécurité parce que tu as un problème de santé mentale puis tu as un dossier. Donc, lui avait beaucoup d'expérience dans les entrepôts. Fait que tous les conseillers qu'il rencontrait l'encourageaient à continuer dans les entrepôts. Mais lui, c'est pas ça qui l'intéressait. Il voulait vraiment travailler comme agent de sécurité. Donc, comment on va accompagner un candidat? Mais c'est de lui demander, premièrement, mais est-ce que tu sais ce que ça prend pour être agent de sécurité? Fait qu'il n'était pas certain exactement. Fait qu'on a fait des recherches, puis on a trouvé une école qui offre le cours d'agent de sécurité, puis on est allé ensemble rencontrer l'école. Puis finalement, il a découvert en posant des questions que il pouvait suivre quand même le cours de sécurité, même si, il y avait un dossier, mais qu'il fallait, avant de postuler sur un emploi, de faire une demande de pardon. Donc, c'est un exemple de préférence qui nous semble irréaliste. J'ai un autre exemple comme d'une personne qui voulait être pilote d'avion. euh, donc, la même chose, on va lui demander, plutôt que de briser les rêves des personnes, on va plutôt lui demander, est-ce que tu sais ce que ça prend pour être pilote d'avion? Parce que pour prendre une décision éclairée, mais il faut avoir les informations. Puis nous, comme conseiller IPS, ce qu'on va faire, c'est d'accompagner la personne pour aller chercher les informations puis finalement, ben, c'était beaucoup trop d'heures, puis trop coûteux pour être pilote d'avion. Puis la personne, elle a choisi plutôt un emploi pour apporter les bagages là, à l'aéroport. Alors voilà pour le respect des préférences. Ce que je voulais partager avec vous, c'est sur ben, ce qu'on appelait anciennement la divulgation, mais maintenant le partage d'informations. Ça vous donne une idée pour approcher les employeurs, on va utiliser le langage des employeurs. Donc, il faut mettre de côté notre langage médical, puis utiliser le langage plus des affaires. Les employeurs, ce qu'ils veulent savoir, c'est pas le diagnostic, les symptômes. Les employeurs veulent savoir est-ce que la personne est capable de faire le travail et ils veulent savoir aussi plutôt comment les symptômes vont affecter la façon que la personne travaille. Aussi, euh, quels accommodements ils doivent mettre en place, puis quelle stratégie la personne va utiliser. Donc, plutôt que de dire j'entends des voix, ben, la personne peut dire mais ça m'arrive d'avoir des difficultés de concentration. J'ai
d'anxiété généralisée, ben moi, je vais avoir besoin de prendre plusieurs petites pauses plutôt qu'une grande pour aller me ressourcer. Plutôt que de dire j'ai un diagnostic de schizophrénie, euh, ben je vais avoir besoin de prendre des notes au début, puis qu'on me donne plus de feedback. Je prends de la médication qui m'endort le matin, puis donc j'ai de la misère à travailler le matin, mais on peut dire tout simplement, mais je préfère un horaire de soir ou d'après-midi. Et finalement, je souffre d'anxiété sociale. Ben, on peut parler des forces qui se situent au niveau de l'entretien, de la préparation des plats et non du service à la clientèle. Euh, donc, je pense que Eric, je vais passer vite sur ce principe-là parce qu'Éric en a parlé. On, on a un principe d'aller rapidement en emploi. Donc, notre modèle, on ne va pas s'asseoir pendant plusieurs sessions pour passer des tests, évaluer les capacités de la personne. On est vraiment un modèle qui va rapidement dans l'action. On fait une petite évaluation de départ qu'on appelle le profil de carrière pour avoir une idée des objectifs de la personne, ses préférences, ses intérêts. Mais on va parler aussi euh, de justement mémoire, concentration. Qu'est-ce qu'on doit faire pour soutenir la personne quand elle va commencer à travailler ou étudier? Euh, on- un des principes aussi, c'est qu'on va faire du développement d'emploi. On va développer des relations avec des employeurs et des écoles. Donc, on va vraiment ouvrir des portes, créer des opportunités pour nos candidats en allant rencontrer des employeurs selon leurs préférences. Et comme je vous disais, euh, ce qui est vraiment au cœur de notre modèle, c'est le bon pairage. Donc, on va bien connaître notre candidat, ses préférences, son profil, puis il faut trouver aussi le type d'emploi qui va bien lui convenir. Et dans le fond, c'est comme de trouver le cercle hein, qui va entrer dans le cercle ou le carré. Je vous donne un exemple. Si j'ai un candidat qui, ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé, puis il se sent un peu ralenti par la médication, qui veut travailler, par exemple, au Canadian Tire. Euh, je vais rencontrer un employeur, Canadian Tire, sur des caries et je lui demande c'est quoi les postes dans son magasin, puis c'est quoi les qualités qu'il recherche. Puis le superviseur me dit, ben ici, là, on a un gros, gros volume. Moi, là, les commis, là, je veux qu'ils soient capables de travailler vite, placer la marchandise rapidement sur les tablettes. Qu'il y ait un peu d'erreur, là, ça ne me dérange pas. Fait que ça, c'est pas le bon match pour mon candidat parce que je sais qu'il est minutieux, il travaille bien, mais il n'est pas rapide. Fait que je vais continuer à faire mon développement d'emploi, puis je vais aller, par exemple, Canadian Tire à Ville-la-Salle et je vais rencontrer encore le gérant, puis qui va me dire, par exemple, ben moi ici, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des personnes qui font bien attention, qui placent bien la marchandise. La vitesse, c'est pas vraiment quelque chose d'important. Fait que là, ça, déjà, c'est un meilleur match pour mon candidat, le Canadian Tire à Ville-la-Salle. Puis, un autre des principes, avant de parler, je voulais vous parler des accommodements aussi au travail, des exemples d'accommodements. Ça peut être, par exemple, modifier l'horaire de travail quand c'est possible. Par exemple, une personne qui a de la misère là, à se lever le matin, on peut demander qu'elle commence à travailler une heure plus tard, quand c'est possible. Permettre plusieurs petites pauses plutôt qu'une grande pause. Donner du feedback plus souvent.
référer l'employé à un autre collègue, un mentor, offrir de l'accompagnement dans l'apprentissage des tâches, comme le job coaching, ça nous arrive d'aider la personne à apprendre ses tâches, trouver un endroit qui est plus isolé, plus calme, comme par exemple dans un entrepôt, ou permettre l'utilisation d'écouteurs. Ça, c'est des exemples d'accommodement. Mais je vous dirais quand c'est c'est mieux de miser sur le bon pairage parce que quand il y a trop d'accommodements à mettre en place, il faut se poser la question si c'est le bon type d'emploi. Euh, je- Ensuite, la collaboration avec l'équipe clinique, ça, c'est un principe qui nous différencie beaucoup des autres modèles. Donc, le conseiller IPS est vraiment travaille avec l'équipe clinique, a un bureau dans la clinique. Euh, les avantages de travailler vraiment près de l'équipe clinique, mais c'est que tous les professionnels participent aux objectifs de travail de la personne. Puis, chacun va mettre son expertise à profit. Par exemple, le médecin va pouvoir la médication, travailleurs sociaux, psychologues peuvent travailler sur la gestion des symptômes ou sur le logement. Conseiller IPS ben, va aider pour l'emploi, les études. Puis, ce que ça permet surtout, ce principe-là, c'est d'agir rapidement dans des situations plus difficiles ou des situations de crise. Je vous donne un exemple d'un candidat que je soutenais qui travaillait comme représentant dans une compagnie. Puis, il y a eu un changement dans son horaire. Il fallait qu'il rentre plus tôt le matin, puis ça a commencé à vraiment lui générer de l'anxiété. Puis, comme il se sentait anxieux, ben, là, il consommait de l'alcool le soir, puis jusqu'à un point qu'il n'était plus capable là, de se lever le matin puis de sortir de chez lui. Donc, il m'a appelé, puis il m'a expliqué la situation. Puis moi, je suis tout de suite allée à la clinique parler à l'infirmière qui a organisé un rendez-vous avec le médecin. Il a rencontré le médecin le lendemain. Il y a eu un réajustement de la médication, puis il a pu retourner au travail rapidement. Donc, ça, c'est un principe qui est important pour le maintien en emploi, le travail d'équipe. Et finalement, le soutien qu'on offre, il est individualisé et à long terme. Donc, le soutien, on va travailler avec la personne, on va travailler beaucoup avec ses forces, mais par exemple, on va rencontrer la personne à chaque semaine quand elle commence à travailler pour parler de comment ça se passe en emploi, qu'est-ce qui va bien, est-ce qu'il y a des difficultés, des défis? Puis là, on va aider la personne à mettre en place des stratégies, soit la gestion de symptômes, la gestion de stress. On parle beaucoup de relations avec les collègues aussi parce que ça, c'est souvent un grand défi. Euh, Comme Eric le disait, on va soutenir les gens un an dans le même emploi. Donc, notre soutien, il va diminuer au fur et à mesure que la personne s'adapte à son emploi parce que notre but, c'est que la personne devienne autonome aussi. Euh, on va impliquer l'employeur si c'est dans les préférences de la personne. Donc, on va faire des visites euh, dans l'entreprise. Encore là, toujours en impliquant le travailleur, mais de voir ce qui fonctionne bien, puis trouver des stratégies s'il y a des difficultés. On va impliquer l'équipe clinique dans notre suivi, puis la famille aussi. Quand la personne le veut. Je pense par exemple à un jeune qui avait de la difficulté à se réveiller une rencontre avec sa mère pour qu'elle soit impliquée euh, dans son maintien en emploi. Puis, mais comme je vous disais, chaque expérience est vue comme une opportunité d'apprendre dans le programme IPS. Donc, on, on n'a pas, il n'y a pas d'échec. Chaque expérience ben, va
amener la personne à mieux se connaître, puis à trouver vraiment le bon emploi parce qu'on croit vraiment au potentiel des gens, puis on croit qu'il y a une place pour chaque personne. Donc, ben, je vais m'arrêter ici, je crois. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Merci beaucoup, c'est super intéressant. On a eu des questions dans le chat. Certaines ont été répondues, mais en fait, ce que je vois, c'est que elles n'ont peut-être pas été répondues à tout le monde. Donc, je repose la question. Oui, c'est ça. Sens-toi libre Oui, de voir comment Mireille répondrait aux questions. Là. J'ai répondu dans le chat à certaines questions, Mireille, mais tu auras peut-être des réponses un peu différentes. oui, ben, en fait, dans le modèle IPS, je vais aussi relire vos réponses parce qu'en fait, je pense qu'elles ont été envoyées aux panélistes et pas à tout le monde. C'est une Ah fonctionnalité bon, d'accord, différente. désolé. OK. Oui, ça nous permet de communiquer juste entre nous, mais ça reste bloqué là Non, parfois. non, c'était mon erreur. Pas de Mhm. problème. Donc, la question était que dans le modèle IPS, est-ce qu'il y a un accompagnement dans le maintien au travail? On l'a entendu par plusieurs exemples de Mireille, mais quand même. Donc, est-ce qu'il y a un accompagnement dans le maintien au travail? Car travailler est important, mais se maintenir en emploi est encore plus important en termes de rétablissement. Donc, merci, c'est une question de Chad, notre père aidant, qui anime les ateliers de rétablissement vers la vie active et l'emploi, que je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur notre site web tous les mardis après-midi. On est à l'Institut. Donc, en fait, Eric disait, il y a un accompagnement au travail, soit en personne ou sur le lieu de travail, si c'est ce que la personne préfère, soit en dehors du travail, par exemple, en rencontrant la personne dans un café après 16 heures de travail. La qualité et l'intensité de l'accompagnement sont mesurées dans l'échelle de fidélité. Quelle est l'échelle de fidélité? Encore, si on peut revenir là-dessus. Ah, veux-tu que je réponde, Eric, ou Euh, vas-y pour l'échelle? reviser le concept d'échelle de fidélité. Ben, juste se rappeler pour ceux qui se rappelleraient. D'accord, d'accord. Bien, je vais juste le dire rapidement, là. C'est une échelle qui a 25 items où on mesure différents aspects de la pratique du programme. Comme par exemple, comme j'avais mentionné, je vais donner un autre exemple. Combien de fois par semaine est-ce qu'un conseiller en emploi va rencontrer des employeurs dans la communauté? Pour avoir une cote de 5, il faut que ce soit 6 fois ou plus par semaine. Ouais. Puis ça va être évalué en regardant les dossiers des conseillers en emploi, puis voir véritablement combien de fois par semaine en moyenne ils vont voir des employeurs. Donc il y a 25 items comme ça. Plusieurs portent sur la pratique de l'équipe, mais il y en a d'autres qui portent sur, disons, l'organisation dans laquelle se trouve l'équipe. Comme par exemple, est-ce, est-ce que, est-ce que chaque nouveau client de l'organisation, on lui demande c'est quoi son intérêt pour l'emploi. Puis en ce qui concerne le suivi, euh, il y a des éléments qui portent sur, disons, je me souviens pas exactement, par contre, je veux dire, mais il y en a certains sur la fréquence des contacts, etc. Puis, quand un client semble vouloir se désengager, quelles mesures sont prises pour s'assurer qu'il reste engagé dans les services. Sans doute Mireille pourrait en dire plus. Oui, mais en fait, le plus gros de notre travail, c'est le maintien en emploi parce que trouver un emploi, c'est pas si compliqué. On travaille beaucoup, beaucoup sur le maintien en emploi. Puis comme je disais, on suit les gens un an environ, euh, une fois qu'ils sont en emploi, dans le même emploi. Et oui, on offre, on est un service pas seulement de recherche d'emploi, mais de maintien en emploi. Puis dans l'échelle, je pense qu'on mesure le,
à quelle fréquence on rencontre les personnes. Mais c'est difficile à expliquer le maintien en emploi parce que le principe est là, mais il va y avoir autant de types de maintien en emploi qu'il y a de personnes parce qu'on va vraiment s'adapter aux besoins de chaque personne. Mais comme je disais, on va parler beaucoup, on va aider beaucoup avec des outils pour gérer les symptômes, beaucoup gérer le stress, l'anxiété, les relations avec les collègues, puis impliquer les employeurs, la famille, l'équipe clinique. On est loin du modèle juste agence de placement, là. On est vraiment dans la qualité de l'accompagnement personnalisé. Oui, parce que le but, c'est vraiment que la personne ait, le but, c'est d'améliorer la qualité de vie de la personne, puis qu'elle ait une vie plus satisfaisante en travaillant. Curiosité personnelle, comment vous faites pour recruter des employeurs? Tu sais, je sais qu'il y a du démarchage, là. Je comprends qu'il y a des conseillers qui... Mais comment vous... Tu sais, vous devez avoir... Avez-vous déjà une base? Qu'il y a des gens qui embauchent plusieurs personnes? Mais on a une méthode là, de visites multiples aux employeurs. Comment on fait pour les identifier? Ben, on va partir des préférences des personnes, puis on va souvent, parce que souvent les personnes vont préférer aussi travailler dans leur secteur. Donc, oui, on va vraiment faire du démarchage, cogner aux portes des employeurs, mais on a une technique aussi où justement on n'est pas une agence de placement, on est beaucoup dans la qualité puis créer des relations autant avec les candidats qu'avec les employeurs. Donc, on va s'intéresser aux employeurs, on va s'intéresser à leurs besoins, aux postes qu'ils ont, aux qualités qu'ils recherchent pour faire le bon pairage. Ça parle beaucoup aux employeurs aussi parce que c'est ça qu'ils veulent. Ça coûte cher hein, aux entreprises d'engager des gens, puis qui partent, puis de les former. Puis donc, la rétention du personnel, puis le bon pairage, ça leur parle beaucoup aussi aux employeurs. Euh, Parfait. Ensuite, là, on parlait de est-ce qu'une personne qui est suivie à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, ce qui est le cas de plusieurs de nos membres, là, sont admissibles au programme. Et Eric disait, à ma connaissance, il n'y a plus de programme IPS à l'Institut. Il y en a eu dans le passé. Est-ce que ça pourrait revenir, ça, continuer? Ben, ils ont choisi plutôt des agents socioprofessionnels dans certaines équipes. Eh, C'est ça, donc dans les équipes, je sais que les équipes de CIV, suivi intensif variable, d'intensité variable, ce sont les intervenants qui sont censés offrir le soutien. Puis dans les équipes premier épisode, puis SIM, il devrait avoir des agents socioprofessionnels qui connaissent l'approche IPS, mais je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques années, c'était ça. Mhm. De plus dans le modèle IPS, est-ce qu'il y a place à des modalités d'adaptation particulières qui respectent les limites de chacun? De ce que j'ai compris, c'est une question qui est venue peut-être tôt dans ta présentation, Mireille, mais donc de ce que je comprends, c'est le cas. Oui, on va. Oui, ben, les accommodements, est-ce que c'est ça la Oui, question? oui, des accommodements, des adaptations particulières pour les besoins de chacun. Oui, c'est ça. On va négocier aux besoins avec les employeurs pour les accommodements. Mais comme je vous disais, avec l'expérience, quand il y a trop d'accommodements, on est mieux de miser sur le bon pairage que d'avoir plusieurs accommodements, là. Trop d'accommodements. Oui. Si je peux ajouter quelque chose qui n'a pas été vraiment dit jusqu'à maintenant, c'est que en termes de rétablissement, ce qu'on cherche à faire ici, puis d'un certain point de vue, puis c'est vraiment Bob Drake qui m'a expliqué ça il y a plusieurs années, c'est c'est qu'on veut aider les gens à échanger une identité de patient psychiatrique
pour une identité de citoyen ou citoyenne à part entière, qui a Mhm. une maladie mentale, oui, c'est vrai, mais un peu de la même façon que, disons, on peut être citoyen à part entière puis avoir le diabète ou un cancer ou whatever. Ça affecte notre vie, mais c'est pas central à notre identité. Et pour favoriser le développement de cette identité de citoyen à part entière, c'est une partie de la raison pour laquelle on vise un emploi en milieu régulier. Alors, si on fait trop d'accommodements, ben là, le message que la personne reçoit, c'est, ben, je ne suis pas vraiment une personne normale. Pour que je puisse travailler ici, il faut que mon emploi soit modifié puis allégé de toutes sortes de façons qui font que je ne suis pas comme les autres employés à côté de moi. Ça, c'est pas propice au rétablissement. Donc, comme Mireille le dit, c'est, c'est plus propice au rétablissement, en fin de compte, d'aider la personne à trouver un emploi qu'elle va pouvoir bien faire sans beaucoup d'accommodement. Cela dit, il faut toujours, euh, tous les employeurs, surtout de nos jours, je pense, là, s'attendent, ayant été employeur aussi, là, différents employés sont différents. Puis, il y en a qui ont des enjeux de garde d'enfants, des enjeux de différentes maladies, etc. Mhm. Donc, tout bon employeur va avoir une certaine flexibilité pour accommoder les besoins de ses employés. Donc tant qu'on reste à l'intérieur d'une marge de flexibilité raisonnable, à peu près du même ordre que ce que d'autres employés pourraient recevoir, on ne met pas en péril cette construction ou reconstruction d'identité en tant que citoyen à part entière, mais il ne faut pas aller trop loin. Aussi pour cette raison-là. Bon, c'est juste un peu une autre façon de dire un peu ce que Mireille disait. Mhm. Puis, on mentionnait aussi dans le chat, les bons employeurs sont sensibles aux besoins de chaque employé et vont faire preuve d'une certaine flexibilité. Voilà, voilà. Euh, J'ajouterais que souvent, les employeurs du marché régulier, ils sont plus flexibles même que les entreprises adaptées au niveau des horaires, au niveau des accommodements. Mhm. ouais. Ouais, c'est un peu ironique. Ouais. On peut vraiment se demander c'est quoi la place des entreprises adaptées. J'avais regardé ça il y a plusieurs années, dans dans la première décennie, là, puis des années 2000. Et puis, ça coûtait comme 16 000 $ par place, par emploi adapté, c'est comme 3 fois plus cher qu'une place dans IPS. Et ouais. Ouais. On a quelqu'un qui recommande le livre Je suis une personne, pas une maladie de Luc Vigneault pour réfléchir à ça, au positionnement de personnes, de patients versus une personne qui prend part à la société. Euh, Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres CIUS ou CIS qui utilisent l'approche IPS à part celui de l'Ouest de Montréal? Je viens d'apprendre qu'il y en a un dans l'Anaudière. Oh, Ah oui, Oui, OK, fun. j'ai dans la Rosière. mais une personne qui suit la formation, c'est une petite équipe de 2 conseillers en orientation, puis une conseillère en adaptation au travail. C'est bien, ça fait des petits. Merci. IPS aborde-t-il les trous dans le CV? Oui, oui. Mais encore là, on va aller avec les préférences de la personne, mais oui, on va aider la personne à prendre sa décision. Là, on est dans le partage d'informations. Donc, oui, il y a, puis il y a pas le partage d'informations, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que l'important, c'est que la personne se sente à l'aise avec ce qu'elle va dire. Il y a des candidats, des candidates qui veulent vraiment partager qu'ils ont ou qu'ils ont vécu un problème de santé mentale, puis que c'est
la raison pourquoi il y a un trou dans leur CV, alors que d'autres vont préférer il y a des façons de dire aussi, ah ben j'ai fait une réorientation de carrière hein, pour réfléchir, me ressourcer, mais oui, on va discuter de comment présenter aux employeurs. Euh, mais c'est ça, la clé, je pense, c'est vraiment comme de se sentir à l'aise. Oui. J'ajouterais aussi que je crois qu'il y a des personnes qui prennent beaucoup de médicaments. Donc, là, ça se voit pas mal facilement qu'ils ont une maladie mentale. Puis à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ne pas partager la situation avec l'employeur. Autant, puis je pense qu'il y a même une étude qui montre que ça fonctionne mieux dans ces cas comme ça si on, on partage l'information dès le premier emploi. Euh, Malgré la stigmatisation du marché du travail. ben parce que là, ça va être évident de toute façon que la personne a une maladie mentale dans certains cas. Euh, mais il y a d'autres personnes, par exemple, il y a des personnes bipolaires sur leurs médicaments. C'est vraiment pas apparent. Et dans ces cas-là, il y a pas, c'est c'est pas, c'est beaucoup moins nécessaire. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Mireille, mais Oui, mais ça revient, hein, c'est la façon de le présenter aussi. Pas besoin de nommer de diagnostic non plus, mais juste de nommer, bon, ben, j'ai un problème de santé mentale, puis, mais de mettre l'accent sur les forces, sur ben, je suis motivée à travailler, que c'est un bon pairage. Moi, ce que je fais aussi avec les employeurs, quand comme Eric dit, c'est plus apparent. Je vais comme dire, moi, j'aide des personnes qui ont un problème de santé mentale, mais qui sont motivées à travailler. Euh, puis je dis, ben, il y a certaines personnes qui sont complètement rétablies, qui travaillent aussi bien que les autres employés, mais il y en a d'autres qui ont besoin de plus de soutien, puis plus de supervision. Puis, est-ce que votre entreprise peut accueillir une personne comme ça? Donc, c'est comme les employeurs, comme je disais, ce qui les intéresse, c'est pas les symptômes, les diagnostics, c'est plutôt est-ce que c'est un bon match? Est-ce que la personne va bien travailler? Puis qu'est-ce qu'ils doivent, eux, mettre en place pour que ça fonctionne bien? Puis qu'est-ce que la personne aussi, quelle stratégie elle va utiliser? Puis c'est vraiment ça qu'ils nous disent, les employeurs. Moi, j'en ai interrogé plusieurs. Qu'est-ce que vous voulez savoir quand on vous présente une personne, un candidat? Puis c'est vraiment ça qu'ils veulent savoir. Puis surtout, qu'est-ce qu'ils doivent faire, eux, pour soutenir la personne? Pas les diagnostics, les symptômes. Mhm. Comment la personne va travailler. On parle aussi dans le chat, Eric, tu répondais que de donner une chance peut-être que, à l'intérêt de l'employeur par rapport aux enjeux de santé mentale. Souvent, un employeur aura une personne ayant une maladie mentale dans son entourage et sera intéressé personnellement à contribuer à son intégration. Puis si l'employeur et les collègues ou l'environnement de travail sont non conviviaux, les participants peuvent démissionner et chercher un milieu de travail plus sympathique. mhm. Et, euh, je voulais voir s'il y avait d'autres questions qui n'avaient pas été répondues. On va achever bientôt. Ça, c'est bon ici. Parfait. Ben, je crois qu'on aurait répondu à tout. Le dernier appel pour des questions. Ici. Ben, écoutez, non, je pense que on pourrait clore là-dessus. Un grand merci d'avoir abordé ce sujet-là avec nous ce soir, avec nos membres. Euh, je pense que ce modèle-là doit être mieux connu pour être plus répandu puis adopté par plus d'institutions et d'organisations pour qu'on puisse donner une meilleure chance aux personnes qui ont des enjeux dans leur intégration. Donc,
Un grand merci, puis bonne soirée à tout le monde. Merci. Bienvenue, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir partager avec vous. À nous aussi. Oui, Merci Mireille. Merci beaucoup. Bonne au soirée. revoir. Au revoir.